Merci à France Info Espoir de m'avoir invité. Donc, je suis le nordiste de l'étape, puisque je viens de Normandie, de Rouen, et on m'a demandé de vous parler de la biopsie, et donc finalement du parcours, du symptôme au diagnostic. Alors, qu'est-ce que va nous apporter cette histoire de parcours? Donc, première question, la biopsie ganglionnaire. Vous le savez, c'est la pierre angulaire de la prise en charge des lymphomes. Par quelle technique nous allons réaliser cette biopsie? Différentes techniques sont envisageables. Et surtout, pour quelles analyses? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Quels sont les examens absolument indispensables pour prendre en charge une biopsie ganglionnaire? Et quels sont ceux qu'on fera à l'avenir, dans un avenir, on va dire, à court terme, qui peuvent encore nous concerner? Et puis je dirais quelques mots sur les autres prélèvements, biopsie de moelle notamment. Alors, vous le savez, hein, le lymphome, c'est une prolifération anarchique de cellules qui appartiennent au système lymphatique. Et vous le savez, que le rôle du système lymphatique, c'est permettre la circulation des cellules du système immunitaire. Et cette circulation assure une protection contre les agressions extérieures, notamment microbiennes. Alors, les symptômes qui révèlent la maladie, ils sont souvent peu spécifiques. C'est des symptômes qui peuvent révéler finalement tout cancer. C'est ce qu'on appelle les signes généraux, l'altération de l'état général. Quelques signes sont un petit peu plus spécifiques à cette maladie, comme les sueurs ou le prurite. Mais globalement, on retrouve ces symptômes également dans tout type de cancer. Ce qui fait la spécificité finalement, c'est l'atteinte d'organes. Et en premier lieu, les ganglions, ce sont bien sûr eux qui sont atteints par cette maladie. Mais pas seulement, et c'est une maladie, comme vous l'avez compris, où les lymphocytes circulent, et donc finalement aucun organe, en passant par les poumons, l'œil, le cerveau, les reins, la peau, aucun organe ne peut être épargné, même si le site de prédilection, bien sûr, c'est le système lymphatique. Alors ce système lymphatique, Loïc vous l'a montré en détail, on peut le revoir de manière plus anatomique, plus macroscopique, pour vous montrer que ce système de circulation lymphatique est un système qui est branché entre guillemets en parallèle au système artério-veineux, et ceci vous explique effectivement qu'on ne peut pas parler dans cette maladie de métastase, puisque par définition le système lymphatique se répartit sur la totalité de l'organisme, et que finalement qu'il y ait un ganglion en inguinal et en axillaire, ça reste la même maladie. Là, de nouveau, les images que vous venez de voir de manière plus détaillée sur ce ganglion lymphatique, qui est la zone où, finalement, de manière mécanique, le flux lymphatique va se ralentir. Et c'est dans cette zone où le lymphocyte va débuter sa deuxième partie de son éducation. Et donc, finalement, l'art de la biopsie sera d'enlever ce ganglion et de l'analyser. Alors pourquoi faire un diagnostic de manière si précise pour un lymphome? Bien, c'est crucial, parce qu'il y a au moins une trentaine de variétés de lymphomes, que ces variétés sont associées à une évolution naturelle, à une histoire naturelle, à un pronostic complètement différent. Donc il est absolument indispensable de faire le diagnostic le plus précis du sous-type de lymphome. Et nous disposons maintenant d'outils de biologie qui vont nous permettre de manière très précise de classer ces lymphomes. Alors, le premier temps, ça passe évidemment par l'examen clinique. C'est la découverte d'un ganglion lors d'un examen systématique ou motivé par un symptôme. Et ça sera au médecin hématologue de choisir, de déterminer la zone la plus propice à la biopsie. Alors on va le choisir sur un certain nombre de critères, mais notamment la taille du ganglion peut être un élément important. Est-ce qu'on peut se tromper? On palpe une masse, par exemple, dans la région axillaire, on se dit tiens, c'est un ganglion, mais finalement, c'est pas un ganglion. Alors, est-ce qu'on peut confondre ganglion et autres pathologies? C'est possible. Parfois, on a des bonnes surprises. Ça peut être une tumeur bénigne, comme un lipome, dans les régions axillaires notamment, une hydrosadénite, juste une petite inflammation des glandes sudoripares. Dans les régions susclaviculaires, on peut confondre avec notamment des tumeurs qui atteignent les vaisseaux ou les nerfs. Ce sont souvent des tumeurs bénignes. Dans les régions inguinales, c'est des confusions qui sont vite levées par un examen clinique précis comme une hernie ou un anévrisme. Mais finalement, les patients souvent peuvent consulter pour suspicion de ganglion devant une hernie ou un anévrisme.
Ensuite, ça passe par un examen précis du patient, qu'on résume souvent sur un schéma sur nos feuilles d'observation pour guider au mieux la biopsie. Là, c'est juste pour vous montrer la complexité parfois de localisation ganglionnaire, ne pas confondre avec des zones normales. En noir ici, comme les glandes sous-maxillaires, qui ne sont pas des ganglions, ou la thyroïde qui ressemble à ce papillon là, dessiné de manière schématique en noir. On est parfois aidé avant la biopsie par certains examens, mais globalement c'est l'examen clinique qui dicte la biopsie, mais parfois on a pu faire précéder la biopsie d'un examen que vous connaissez bien, qui est le PET scan, qui parfois peut nous orienter, nous dire, eh bien la région, pour ce patient ici, la région axillaire gauche, où vous voyez une zone qui fixe de manière très intense, sera peut-être plus intéressante à biopsier que la zone latéro-cervicale droite, où il n'est pas sûr qu'on ait un diagnostic précis. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut parfois nous guider et guider le chirurgien pour choisir la zone à biopsier. Alors les différentes biopsies qui sont envisageables, biopsie chirurgicale, c'est la majorité des cas la technique choisie. La biopsie peut se faire également par un radiologue, avec un repérage sous scanner et l'utilisation d'aiguilles sous scanner, ou plus rarement sous échographie. Ça dépend quand même beaucoup des habitudes des centres, de l'expertise des radiologues ou des chirurgiens. Voilà un exemple d'une biopsie qui a été faite sous scanner avec cette volumineuse masse du médiastin entre les deux poumons qu'on revoit sur la radio, et ça évidemment c'était peut-être assez compliqué d'un point de vue chirurgical, et une biopsie sous scanner a pu être réalisée et porter le diagnostic. Voilà une autre image qui ne vient pas de mon centre mais qui vient de Saint-Louis, où là ils ont quand même osé des biopsies assez on va dire acrobatiques, une biopsie d'une zone dans le poumon, vous voyez l'aiguille est ici, et on arrive à biopsier ce petit nodule dans le poumon. C'est plus simple que de faire une thoracotomie et une lobectomie, enlever la moitié du poumon, mais c'est quand même une biopsie assez acrobatique. Et puis là, encore plus acrobatique, et je vous avoue que peu de centres le font, une biopsie sous scanner de la rate. Vous ne comprenez peut-être pas, ça c'est le foie, ça c'est la rate, on voit le patient par les pieds. Eh bien, il y a une zone là, oui, qui est un petit peu plus noire dans la rate. Clairement, c'est une zone pathologique. On a deux options, soit on enlève la rate, parce qu'on fait une splénectomie, soit on fait faire, et c'est une technique, je vous avoue que j'ai jamais vu faire ça dans mon centre, une biopsie splénique, mais certains radiologues ou certains chirurgiens sont adroits pour faire ça, mais c'est pas la règle en général. On propose dans cette situation-là une splénectomie. On peut faire également une biopsie sous échographie, voilà une biopsie d'une zone probablement inguinale, avec un champ opératoire pour protéger la zone de la biopsie, l'appareil pour faire la biopsie, et puis vous voyez ici l'échographie avec la sonde ou l'aiguille qui est mise dans le ganglion et qui va pénétrer le ganglion et permettre une biopsie en toute sécurité de cette zone sous anesthésie locale. Alors à quoi ça sert et où vont partir les prélèvements ? Ils vont partir dans deux grandes directions. La première grande direction, c'est l'examen anatomopathologique. C'est celui-ci qui va permettre le diagnostic. On va y faire des colorations standards, une immunohistochimie, je vous montrerai à quoi ça correspond. Le délai de réponse, variable selon les centres, mais on va de 4 à 7 jours. Je pense que c'est important pour vous d'avoir cette notion de temps, parce qu'évidemment c'est la période d'attente la plus cruciale, la plus stressante pour vous. Une deuxième partie des échantillons vont partir vers des analyses plus précises sur l'ADN, l'ARN de la tumeur, et donc ce qu'on appelle les analyses génétiques. Là, le délai est encore plus variable, de 5 à 30 jours, en fonction de ce que nous demandons. Des analyses de type karyotype, fiche ou séquençage, je vous en parlerai. Certains centres vont faire aussi une analyse d'emblée par cytométrie, c'est-à-dire prouver d'emblée que ce ganglion est un ganglion tumoral et qu'il s'agit d'une tumeur en rapport avec un lymphocyte B ou un lymphocyte T. C'est ce qu'on appelle la cytométrie. Tous les centres ne font pas cette analyse en première intention. Je pense à mes collègues rennais, pour lesquels cet examen est réalisé de manière cruciale. On commence par ça, puis après on envoie les échantillons en anapathe et pour l'analyse génétique. C'est un examen qui est intéressant parce que la réponse est rapide, en une journée. On sait si le ganglion est tumoral ou pas. En revanche, c'est un examen qui ne permettra pas de manière très précise de faire le sous-type histologique, et il devra être complété par l'anatomopathologie. Tous ces échantillons doivent être ensuite, dans la majorité des cas, conservés et au mieux être conservés dans le cadre d'une structure spécialisée qu'on appelle une tumorothèque. Et cette tumorothèque permettra dans l'avenir de faire des analyses rétrospectives si on détecte un nouveau marqueur, une nouvelle mutation, analyser de manière rétrospective ces biopsies qui ont été colligées pendant plusieurs années.
Alors, la première étape, je vous l'ai dit, c'est l'examen anatomopathologique. Donc, c'est le microscope, c'est le médecin qui va, sous son microscope, regarder des lames dans lesquelles on a coupé des petits fragments du ganglion et qu'on a coloré avec des colorations spéciales. Pour répondre à la question est-ce d'abord un lymphome et quel est le type de lymphome, il va s'appuyer sur un livre, une Bible. Il y avait le petit livre rouge de Mao, et bien là il y a le petit livre bleu des anatomopathologies. C'est le livre incontournable que tout hématologue et tout anatomopathologiste doit avoir sur son bureau, car il doit répondre le diagnostic en fonction de ce livre OMS, et s'il ne répond pas selon ces critères du livre OMS, eh bien c'est qu'il ne fait pas correctement son métier, et ça c'est un élément important à savoir. Alors voilà quelques images de ce qu'on peut voir sous le microscope, avec, vous voyez, des structures folliculaires d'un ganglion ici normal, et puis ici les follicules d'un lymphome folliculaire. Le pathologiste s'attachera à décrire l'architecture. Est-ce qu'il y a encore des follicules? Est-ce qu'au contraire, les zones sont diffuses? Est-ce que la capsule est franchie par les petits lymphocytes que vous voyez ici? Tous ces éléments seront importants pour le diagnostic. Il va s'aider également d'une coloration dite, on va dire, moléculaire, avec la possibilité d'utiliser des anticorps qui vont nous dire qu'est-ce qu'exprime cette biopsie, qu'est-ce qu'exprime ce lymphocyte, ce lymphome à sa surface. On peut, comme ça, faire de la coloration dite moléculaire pour savoir si, par exemple, ce lymphome exprime le CD20. Vous savez que le CD20, c'est une cible possible d'un traitement, le rituximab. Eh bien, avant de donner ce médicament, il faut s'assurer, grâce à des anticorps qui vont révéler la présence ou non de cette marqueur à la surface des cellules, si ce marqueur est présent ou non, et si nous pourrons, dans un second temps, donner l'anticorps à ce patient. Voilà, ça donne cet aspect de coloration un petit peu marron. C'est une seule coloration, mais par contre très précise, parce que ça, par exemple, ça vous indique qu'ici, il y a une surexpression du CD20 et qui sera une cible potentielle pour nos patients. Alors, on peut aller maintenant un petit peu plus loin. Le pathologiste, il voit sous son microscope, il voit les cellules, il voit éventuellement les protéines grâce à cette coloration qu'on appelle l'immunohistochimie, mais on peut remonter jusqu'à l'ARN, l'ADN et les chromosomes. Et actuellement, nous sommes capables, sur des biopsies, dans des laboratoires de routine, d'avoir des informations sur ces données qui nous expliquent énormément de choses sur les mécanismes moléculaires liés au lymphome, mais éventuellement qui nous donneront des pistes sur les cibles thérapeutiques. Voilà une image d'un karyotype où on compte les chromosomes présents dans la biopsie du lymphocyte. Est-ce qu'il y a des anomalies? Est-ce qu'il y a des réarrangements entre les chromosomes eux-mêmes? Et les lymphomes, vous le savez, c'est une maladie où les chromosomes ont tendance à se mélanger, se réarranger, et ces anomalies sont probablement une des causes de la maladie. Alors on peut faire ça en noir et blanc, c'est la cytogénétique conventionnelle. On peut faire ça en couleur, c'est ce qu'on appelle la fiche, où on va marquer les chromosomes avec des marqueurs de couleur, rouge, bleu, sur des zones précises du génome, et comme ça identifier des translocations récurrentes. La plus célèbre, c'est la translocation 14-18, facile de s'en rappeler à cette époque, qui est une caractéristique des lymphomes folliculaires et de certains lymphomes diffus à grandes cellules. Donc ça, on peut dépister cette anomalie en routine dans nos laboratoires. Et puis il y a quelques techniques qui sont plus expérimentales, encore en développement, mais qui commencent à arriver dans les laboratoires de diagnostic, et c'est notamment toutes les études de transcriptome, où on est capable d'évaluer l'expression de milliers de gènes spécifiquement par une tumeur ou par un lymphome donné. Donc c'était des données qui ont été publiées pour la première fois en 2000, donc il y a 14 ans maintenant, et qui ont vraiment bouleversé la prise en charge et la compréhension des lymphomes. Donc ces techniques de puces ADN ou puces ARN ont vraiment modifié notre vision, notre compréhension des lymphomes, mais ces techniques actuellement ne sont pas utilisables en routine. Aucun laboratoire ne va utiliser ces puces. C'est pas très très cher, mais les analyses sont relativement longues. Une puce comme ça coûte à peu près 300 €, donc c'est pas extrêmement cher. Par contre, ça va demander plusieurs semaines d'analyse. Donc on travaille sur des techniques de transfert qui vont nous donner des résultats équivalents, des informations équivalentes, mais en plus rapide et éventuellement en moins cher. Et par exemple à Rouen, c'est une des spécificités rouennaises. Nous, on a mis au point un petit code barre, vous voyez, où chaque pic correspond à l'expression d'un gène donné pour un lymphome donné, et ce qui finalement, on arrive à créer un code barre pour chacun de nos patients, et ce code barre correspond
à un sous-type de lymphome particulier. C'est un test qui coûte 5 € et qui est réalisé sur la journée. Donc voilà un test qui est probablement en cours de développement, et on travaille notamment avec nos collègues toulousains pour que cette technique soit réalisée à Toulouse. Grande révolution dans la médecine et dans la génétique en général, et dans la médecine en particulier, et qui retentit sur la prise en charge des lymphomes, c'est ce qu'on appelle le séquençage nouvelle génération. C'est à peu près la même révolution que la photographie a vécu du passage de l'argentique au numérique. Plus personne maintenant prend des photos en argentique, à peu près, ou alors il faut déjà trouver quelqu'un qui vous développe les photos. Une fois que vous les avez prises, ça devient compliqué. Et il n'y aura plus de retour en arrière sur l'argentique. Eh bien, c'est la même chose pour la génétique, et nous sommes passés de l'argentique au numérique avec ce qu'on appelle le NGS, le séquençage nouvelle génération, et tous les hôpitaux, les grands hôpitaux, les CHU, mais maintenant les CHG également, sont équipés de machines qui permettent de séquencer des milliers de gènes en quelques jours à des coûts relativement peu élevés. Eh bien, ces appareils, ces nouvelles techniques retentissent également sur la prise en charge des lymphomes. Et c'est juste pour vous donner la chronologie des grandes révolutions dans la compréhension des lymphomes. On a montré dans les années 80 que c'était des maladies avec des translocations. La 14-18, c'est un exemple. On a montré dans les années 2000 que c'est des maladies avec des profils d'expression différents. Et dernière révolution, c'est 2008-2009, c'est des maladies avec également des mutations récurrentes, et nous sommes vraiment en train de vivre cette troisième révolution. Nous la vivons tous les jours quand on lit, nous, nos journaux spécialisés. Toutes les semaines, des grandes revues internationales publient des mutations nouvelles dans les lymphomes. Et c'est évidemment particulièrement intéressant parce que voilà, c'est une liste très incomplète des mutations qui ont été décrites dans les lymphomes diffus à grandes cellules. Mais ces mutations, pour certaines d'entre elles, peuvent être des cibles thérapeutiques. Et donc, notre mission, en 2014, au niveau français, ça devait être d'établir la liste des gènes pour lesquels il est pertinent de rechercher des mutations. Est-ce que les mutations seront prédictives du pronostic, ou est-ce qu'elles seront associées à un traitement possible? Et j'espère que fin 2014, grâce à des recherches cliniques menées par le LISA, nous pourrons vous donner une liste précise de gènes que nous devrons séquencer de manière obligatoire pour la prise en charge de nos patients. Car l'avenir, derrière ça, c'est certes proposer une chimiothérapie commune à tous nos patients, mais de l'adapter ensuite en fonction des mutations ou des anomalies génétiques présentes au diagnostic. Et ce n'est pas vraiment de la science-fiction, puisque déjà, en France, on a un essai qui propose une chimiothérapie ciblée en cas d'une mutation de ce gène, CD79, peu importe sa fonction, mais en tout cas, lorsque un patient a au diagnostic l'une de ces mutations, eh bien, nous proposerons une chimiothérapie standard associée à une drogue qui vise spécifiquement cette mutation. Alors, quelques mots pour les autres échantillons. La biopsie, je crois que vous connaissez, pour certains, l'avoir vécu. Bien, elle subit les mêmes contraintes que la biopsie ganglionnaire. Le délai de réponse, il est en moyenne de 4 à 7 jours en fonction des centres, mais le délai minimum de 15 jours est incompressible. Donc en conclusion, la qualité de la prise en charge, je crois que je vous ai convaincu, dépend vraiment du parcours de cette biopsie, et vous avez compris maintenant que ça implique de nombreux intervenants. Le clinicien au départ qui doit choisir la meilleure façon de faire la biopsie, le chirurgien, le radiologue en fonction du mode de biopsie, le pathologiste qui va lui donner le diagnostic, mais ça fait également maintenant intervenir des généticiens, des biologistes et bien sûr des techniciens à chacune des étapes. Et vous avez compris que c'est la première étape pour proposer un traitement personnalisé. Je vous remercie.